Bienvenue au podcast Le Sac du Cœur. Mon nom est Didier Orméjus. Cette semaine, je vais être accompagné, comme à l'habitude, par Marc-André Chaloux, mais on va recevoir également un invité, Jean-Philippe Bolduc, qui est analyste à la description des matchs des Alouettes à la radio. Bien, va nous accompagner afin de parler, oui, malheureusement, de cette quatrième défaite consécutive que les Alouettes ont subie la semaine dernière. On va également parler des Browns de Cleveland avec JP. JP qui est un grand partisan des Browns. Et Marc-André va y aller de sa chronique habituelle de Fantasy Football. Il va nous parler de joueurs qui sont en ascension depuis les débuts des camps d'entraînement à travers la NFL. Alors, Guillaume, cet épisode commence à l'instant par la musique. Jean-Philippe, merci de te joindre à nous afin de jaser des Alouettes. Là, t'en es à ta combienième saison? Ça que je me demandais, c'est ta deuxième ou ta troisième saison comme La analyste à la radio des matchs troisième. des Alouettes? Déjà, hein? Ouais, ouais, déjà, ça va vite. Ouais, ouais, c'est fou, c'est fou. Bon, ben écoute, je sais que tu fais du bon boulot à la radio en compagnie de Jean Saint-Onge pour la description des matchs des Alouettes. Et puis, bien sûr, pour les gens qui nous regardent sur YouTube, Marc-André est là naturellement afin de nous guider à travers notre conversation concernant les Alouettes qui ont congé cette semaine. Marc-André, la semaine de congé ne pouvait pas arriver à un meilleur moment là, pour les Alouettes, sérieusement, avec tous les blessés qu'on a. Effectivement, messieurs, fiche de 5 et 6 avec la défaite de la semaine dernière des Alouettes. C'est la première fois depuis septembre 2003 que les Alouettes ont une fiche inférieure à 500. Et évidemment, on va commencer à notre tour d'horizon, notre analyse de ça avec les performances de James Morgan. Comment avez-vous apprécié son premier départ? Je vais commencer avec toi, Jean-Philippe. Comment tu as apprécié James Morgan sur le terrain là, à son premier départ dans la Ligue canadienne? C'était plus que respectable, moi, je trouve, pour un gars qui n'a pas joué au football depuis longtemps. J'étais satisfait. On n'oublie pas que c'est notre quatrième carrière. On est rendu loin un petit peu. Fait que je pense que lui-même, puis peut-être même l'entraîneur-chef au début de la saison, ne pensait pas le voir jouer un match, du moins comme partant. Mais il a bien distribué le ballon. J'ai des bonnes décisions, des passes avec de la vélocité. Il avait l'air de connaître le système un peu où il s'en allait. Fait que ça augure bien pour lui. Mais je pense qu'il lui manquait quelques armes. Là. Tu sais, quand t'es carrière quatrième rang dans l'équipe, le quatrième substitut, puis t'as pas Austin Mack, Tyson Philpott, ça aurait pu l'aider, mais j'ai trouvé bon. Je trouve que les Alouettes font un bon travail de garder des bons joueurs, de les convaincre de rester sur les alignements des blessés d'un match ou même sur l'équipe de pratique. On a de la profondeur, on est rendu très loin, mais je pense que ça augure bien pour lui dans l'avenir. Ouais, dans les circonstances, écoute, comme ça avait été le cas il y a 2 semaines à Vancouver, lorsque Morgan s'est amené en relève de Caleb Evans, moi, je croyais qu'il avait démontré quelque chose. Hein. J'avais hâte de voir, bon, à titre de carrière partant, comment ça allait aller. Puis moi, je suis d'accord avec Jean-Philippe. Tu sais, il a été en mesure de tirer son épingle du jeu dans les circonstances. On l'a vu attaquer les zones profondes à quelques reprises en première demi. Là, on ne l'a pas vu faire ça en deuxième demi autant, mais il faut dire qu'on a apporté des ajustements du côté de la défense des Blue Bombers de Winnipeg. Mais il ne faut pas oublier à quel point ça n'a pas été une situation facile pour Morgan afin de faire son premier départ en carrière dans la Ligue canadienne. Les Alouettes se sont entraînés seulement une fois. Là. C'est vraiment une semaine compressée à la suite du retour de Vancouver. Le match avait lieu samedi à l'autre bout du pays. Là, on jouait le jeudi. Bref, on a tenu seulement une séance d'entraînement. Là. Alors, pour James Morgan, sa préparation, ça a plutôt été au niveau des vidéos, ça a été au niveau du mental. Dans les circonstances, je crois qu'il a fait du bon boulot. Comme Jean-Philippe vient de le dire, il manquait plusieurs joueurs du côté de l'attaque des Alouettes. Mais encore une fois, on a juste marqué 13 points au bout du compte. 13 points, c'est pas suffisant pour gagner un match de football. Je crois qu'on s'entend tous là-dessus. Puis Pierre Vercheval, ça fait quelques semaines qu'il mentionne en termes de statistiques des Alouettes avec Davis Alexander au poste de quart. On marque en moyenne 33 points par rencontre. Sans lui, c'est moins de 17 points, si je me souviens bien. C'est ça qu'on a vu encore une fois. Donc, seulement avec 13 points marqués, c'est impossible de l'emporter face à une équipe de qualité comme les Blue Bombers de Winnipeg.
Jean-Philippe, on avait un corps recru dans la Ligue canadienne qui disputait son premier match. On a Pourquoi qu'on n'a pas couru davantage? Encore une fois, le jeu au sol on courait pourtant avec du succès, le Travis Scott, c'est bien ça? Travis Tice. Travis Tice, ouais. Travis Travis Scott, Scott. c'est le rapper, ouais. Puis Mais faut Tice, dire qu'il y avait Stevie Scott dans le champ arrière. T'as mélangé les deux. T'as mélangé les deux porteurs de ballon. Travis Tice et Stevie Scott pour Travis Scott. J'ai vraiment eu une dure nuit, oui. On a quand même eu du succès en termes de verges par course. Pourquoi on n'a pas couru davantage pour justement aider James Morgan? Mais, Marc-André, moi, je pense que c'est la plus grosse faiblesse de cette équipe-là, c'est la ligne offensive. On n'a pas été capable de courir plus ou du moins essayer plus de courir parce que quand on est prévisible, autant par la passe que par le jeu au sol, la ligne offensive en arrache. Rappelle-toi, Didier, il y a 2 semaines à Vancouver, les deux carrières sont faites ramasser. Là. Une statistique qu'on ne cumule pas dans la Ligue canadienne, c'est les pressions. Donc, quand on frappe le corps arrière ou on force le corps arrière à se débarrasser du ballon rapidement, en effet, on la calcule, cette statistique-là, mais dans les Canadiens, on prend juste les sacs ou les plaqués pour perte. Mais les carrières, les alouettes, là, pas pour rien qu'on est rendu au 4e. Alexander faisait mieux pareil la ligne offensive parce que des bonnes jambes plus mobiles couraient. Mais Bethel Thompson, c'est pas un carrière mobile, a mal paru, s'est fait frapper à maintes reprises. Caleb Evans a du sang-feu de la pochette, s'est déchiré le croisé antérieur encore une fois. Et là, James Morgan, à son premier match, ça a été moins pire la semaine dernière. Une offensive autant au sol que par la passe, vraiment en arrache énormément. C'est de loin la pire unité de cette équipe-là. JP, toi, est-ce que tu es confiant avec Morgan au poste de quart pour les prochaines semaines? Surtout derrière cette ligne à l'attaque-là, là, tu sais. Je suis confiant, oui, avec James Morgan. Par contre, j'aurais aimé des jeux exposés de la défensive. Souvent, une dernière saison, les matchs où l'offensive ne performait pas au niveau qu'on aurait eu besoin, la défensive, Marc-Antoine Dequoy, les interceptions, il n'est pas là. On avait des revirements, des sacs échappés forcés, recouvrés pour des touchés. On marquait beaucoup de touchés, des jeux explosifs qui donnaient beaucoup de chance ou beaucoup, comme on dit, un bon break à notre offensive. On n'a pas ça cette année. Je suis confiant le carrière qu'on a. Il faut la défensive, même si elle est taxée, même si elle joue beaucoup, elle est longtemps sur le terrain, ça va nous prendre des revirements, des jeux explosifs pour avoir la chance de gagner des matchs parce que si on dit du football vanille, comme on dit en anglais, du vanilla football, là, cette équipe-là ne peut pas gagner avec la formation qu'ils ont tant que les joueurs blessés ne reviennent pas au jeu. Est-ce qu'on a également, Didier, Ouais, en puis pour. défense des... Vas-y, Didier, excuse-moi. Oui, ben, j'allais juste dire, du côté de la défense, qu'est-ce qui m'a déçu de sa performance, c'est que oui, il y a plusieurs absents du côté de l'attaque, mais quand tu regardes ça en défense, du côté des partants, il y avait juste Marc-Antoine Dequoy là, qui était absent contre les Blue Bombers. Bon, je sais, Moustapha Johnson n'a pas joué de la saison, là, mais on parle là, des partants depuis le début de la saison régulière. Puis, Pierre Vercheval l'a mentionné à plusieurs reprises depuis des semaines. Les attaques adverses utilisent le même plan de match. Tu sais, les carrières se débarrassent rapidement du ballon. Là, ça fait en sorte que la pression que Noel Thorpe essaie de générer avec ses blitz, ben, elle ne se rend pas aux carrières. Puis même, lorsqu'on a sélectionné des bons jeux de la part de Thorpe, il y a un jeu en particulier, les gars, que je me souviens. C'est Tyrus Beverett qui s'amenait sur un blitz. Personne ne le bloquait. Le blitz était parfait. Là, Brevet n'est pas arrivé sous contrôle. Il s'est fait déborder par Collaros. Collaros a complété la passe pour un premier essai et c'était sur un deuxième et long. Combien de fois contre les Blue Bombers, Winnipeg a été en mesure de convertir des deuxièmes et longs contre la défense des Alouettes? Ça m'a vraiment déçu parce qu'encore une fois, la défense, elle n'est pas amochée comme l'attaque. Kebiananto est revenu au jeu. Donc, défensivement, on ne peut pas utiliser l'excuse des nombreux blessés. Là. Ça ne tient pas debout. Là. Je ne sais pas ce que tu en penses, JP, mais moi, j'ai vraiment été déçu par la performance de l'unité défensive. Mais je Jean-Philippe? pense que le temps de possession commence à rentrer dans la défensive. On le voit à chaque match depuis qu'Alexander est blessé. C'est des 10, 12, 13 minutes de plus par match que la défensive passe sur le terrain parce que l'offensive n'est pas capable d'avoir de poussée soutenue. Et tu rajoutes avec ça l'incapacité de créer des gros revirements cette année. Donc, les équipes adverses ont à maintes reprises des séries de 8, 9, 10, 11, 12, 14 jeux. Ils sont pas blessés, les gars, je pense, mais
mais ils sont brûlés. Je pense que les gars sont épuisés. Et Mm. la semaine dernière, ça l'a paru, on manquait d'énergie, comme tu l'as dit. C'est bien expliqué, Didier. Tyrese Beverett qui arrive pas sous contrôle et qui manque un sac du corps où il est vraiment pas bloqué, ça arrive presque jamais. Erreur de concentration, oublie les fondamentaux. Ça, c'est la preuve d'un joueur dominant qui est juste fatigué, qui est brûlé, qui n'est pas concentré. Et Mm. on l'a vu au dernier match. Est-ce que Didier, c'est pas il y a aussi une capacité à s'adapter en cours de match qui est peut-être pas là du côté. On se souvient il y a quelques semaines, là, Nathan Work a complètement dépecé la défense des Alouettes par la passe. Cette semaine, ben, la semaine dernière, c'était Brady Oliveira là, qui n'avait pas connu un fort début de saison. Il avait atteint seulement le plateau des 80 verges une seule fois durant la saison. Jusqu'ici, 16 courses, 137 verges, 9 réceptions, 73 verges, 210 verges total contre les Alouettes. Est-ce qu'il y a un peu ça aussi, la difficulté de s'adapter ou est-ce qu'encore là, à cause qu'on a plusieurs joueurs recrues, des joueurs qu'on engage là, à court terme, est-ce que c'est justement ça qui crée cette difficulté-là du côté des Alouettes à s'adapter en cours de match? Ouais, je crois pas, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de nombreux absents du côté de la défense des Alouettes. Tu as mentionné le nom de Brady Oliveira, je veux juste ouvrir une parenthèse. Il a été incroyable. Tu as mentionné ses statistiques au sol, 9 réceptions en plus. Du moment que Nick Dembski s'est blessé, il a quitté le match, il n'est pas revenu. On ne s'est pas cassé la tête là, du côté de Jason Hogan, le coordinateur à l'attaque des Blue Bombers de Winnipeg. Il s'est dit, je vais remettre le ballon le plus souvent possible au numéro 20. Puis moi, des performances que j'ai vues sur les lignes de côté jusqu'à présent cette année, après celle de Nathan Rourke, lorsque les Lions avaient défait les Alouettes à Montréal, ça a été la deuxième la plus impressionnante. Oliveira était tellement robuste, se débarrassait des plaqués. Alors, on avait beaucoup d'ennuis à l'amener au sol. Encore une fois, je ne sais pas, ça, c'est en raison de la fatigue que Jean-Philippe vient nous parler, qui semble s'installer du côté de la défense des Alouettes. Mais écoutez, Brady Oliveira, il a vraiment été incroyable au cours de cette rencontre. Ben, pour répondre à ta question, c'est ça. Le fait que il y a pas de nombreux absents du côté de la défense des Alouettes. Je ne sais pas ce que Jean-Philippe en pense. Mais moi, je pense que la réponse est peut-être au niveau des ajustements qui ne sont pas apportés de la part de Noel Thorpe défensivement. Qu'est-ce que tu en penses, toi, JP? Ben, surprenamment, dans les saisons dernières, on était une des meilleures équipes au troisième quart, autant en offensive qu'en défensive. On les Alouettes faisaient des ajustements, les entraîneurs à la mi-temps, qui étaient pratiquement à chaque fois des ajustements magiques. Mais cette année, on semble pas avoir la réponse, tu as raison, Didier, on semble pas avoir la réponse à la mi-temps parce que les autres équipes font les ajustements, puis nous, on est prêt de rivaliser au troisième quart. C'est souvent là que les quarts se creusent. Regarde à Vancouver, regarde contre Winnipeg. On a deux preuves récemment qui montrent qu'on a la difficulté à suivre le rythme après la mi-temps. Si on regarde, messieurs, le classement de la division S, présentement, les Alouettes sont au deuxième rang avec une fiche de 5 et 6 à 10 points, seulement 2 points derrière les Tiger Cats d'Hamilton. Donc, c'est quand même pas si pire encore pour les Alouettes. Les Argonauts et le Rouge et Noir suivent derrière. Donc, ça serait intéressant parce que les Tiger Cats vont être les prochains adversaires des Alouettes au retour de la semaine de congé le 6 septembre. Didier, maintenant, je vais juste te lancer, Didier, sur le plan là, Davis Alexander. On a déjà confirmé que James Morgan devrait avoir le départ là, contre les Tiger Cats, mais c'est quoi le plan là, pour Davis Alexander pour la suite des choses? Oui, parce que bon, comme on sait, Davis Alexander a été placé sur la liste des blessés pour une période de 6 matchs. La dernière rencontre contre les Blue Bombers, c'était la 5e rencontre qu'il ratait. Donc, en théorie, le match après la semaine de congé contre les Tiger Cats de Hamilton, ça devrait être le dernier match raté par Alexander. Mais toutefois, au cours de la semaine, on a eu la chance de poser des questions, d'interviewer le DG des Alouettes, Danny Machocha, après une des séances d'entraînement. Mais il a dit que pour lui, il va avoir une discussion avec l'équipe médicale et Davis Alexander une fois que la période de 6 matchs sera terminée. Et Danny Machocha, il a dit qu'il était ouvert à l'idée peut-être de donner un match supplémentaire, si ce n'est pas 2 matchs de plus à son carrière partant afin de revenir au jeu. Parce que Danny Machocha a été très clair, les gars. Il a dit on ne veut pas que Davis Alexander se blesse à nouveau. Parce que s'il se blesse à nouveau, s'il aggrave encore sa blessure aux ischio-jambiers, là, ça va être pour le restant de la saison parce qu'on va avoir dépassé la mi-septembre. Là. Il va manquer de temps.
Donc, on veut s'assurer du côté des Alouettes le plus possible que lorsqu'il va revenir au jeu, il va être complètement remis de cette blessure-là afin qu'on puisse essayer de terminer la saison régulière en force. Alors toi, Jean-Philippe, qu'est-ce que tu penses des propos que Danny Machocha a tenus la semaine dernière concernant Davis Alexander? Parce qu'il semble vraiment que le mot d'ordre, ça va être la prudence. On veut vraiment s'assurer qu'il soit remis de cette blessure. Je suis d'accord avec Danny Machocha. Je pense que c'est une bonne idée. Il y a aussi le fait que financièrement, si on le ramène avant la fin des 6 matchs, ça coûte énormément cher sur la masse salariale. Je pense que toute cette gymnastique-là aussi, il n'a pas oublié on a dû déjà débourser beaucoup d'argent sur des budgets non prévus, j'imagine. Donc, je pense que c'est un bien pour un mal de s'assurer qu'il soit encore plus en santé que ce qu'il dit. Mais parce qu'on rajoute quasiment 10 jours, là, 12 jours de plus entre le 5e et le 6e match, au lieu des habituellement les 4-5 jours qu'on a avec la semaine de congé. Donc, je pense qu'il vaut mieux être prudent avec lui. On le sait, c'est un jeune corps, mais c'est décevant qu'il soit autant blessé cette année que ça. Quels autres blessés, Didier, pourraient revenir au jeu? On parle de Tyson Philpott, là, qui était pas loin d'un retour au jeu lors du dernier match. Je pense qu'avec une semaine de congé, on devrait le revoir dans la formation face au Tiger Cat. Ouais, Philpott s'est entraîné lors des 2 dernières semaines de façon limitée, mais je l'ai vu attraper des passes durant les séances d'entraînement. Il était là avec son casque. Alors, il y a fort à parier qu'il sera en mesure d'effectuer un retour au jeu, parce que dans le cas de Tyson Philpott, c'est un peu de qu'est-ce qu'on vient de discuter avec Davis Alexander. Du côté des Alouettes, on veut s'assurer qu'il soit complètement remis de sa blessure. On ne veut pas prendre de chance, hein, parce que là, on va entamer le fameux dernier droit de la semaine. On s'en va au mois de septembre, là. JP, tu le sais, tu as joué dans la Ligue canadienne. C'est là que ça commence pour de vrai la saison régulière. À la fête du travail, on le répète à tous les ans, mais ce n'est pas un cliché parce que Marc-André vient de nous montrer le classement de la section S. Les Alouettes sont toujours dans le coup. Comme Jason Mass l'a dit la semaine dernière, oui, les Alouettes, à ce moment-là, lorsque j'avais interviewé, bon, on avait perdu 3 matchs de suite, mais comme il a dit, le classement n'a pas changé en 3 semaines, parce que les autres formations dans l'Est continuaient de perdre. Alors, les Alouettes sont toujours dans le coup, mais ça commence à la fête du travail. Souvenez-vous, les gars, il y a 2 ans, en 2023, lorsque les Alouettes ont gagné la Coupe Grey, ça n'allait pas bien là, durant l'été, mais dans le dernier droit, on a été en mesure de se replacer. Donc, pour répondre à la question, Tyson Philpott, d'après moi, devrait revenir au jeu. On verra si c'est le cas pour la prochaine rencontre le 6 septembre. Même chose pour Marc-Antoine Dequoy. J'ose croire qu'il sera en mesure de revenir au jeu. Il y a Sean Thomas Arlington qui a raté la dernière rencontre, a fait les 2 derniers matchs en raison d'une blessure au cou. Je crois qu'il sera en mesure de revenir au jeu, étant donné qu'on a décidé tout juste avant le match contre les Blue Bombers qu'il ne sera pas en uniforme. Donc, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs joueurs là, qui pourraient revenir au jeu après la semaine de congé, afin d'entamer le fameux dernier droit. Puis, je ne sais pas, Jean-Philippe, tu peux nous parler justement de à quel point réellement dans la Ligue canadienne, il ne faut pas oublier, il y a juste 9 équipes. Il y a 6 des 9 équipes qui participent aux éliminatoires. Alors, tant que tu n'es pas là, complètement dans la cave du classement, à la fête du travail, c'est vraiment là que la saison commence. Là. Et je pense que c'est pour ça que Danny Machocha est prudent avec ses joueurs de ne pas les ramener trop tôt parce que tu as raison. C'est le dernier bout, un peu comme au baseball. C'est sûr que tu vas en perdre pratiquement 33% de tes matchs, tu vas les perdre, 33% de tes matchs, tu vas les gagner. Les derniers 33% qui va décider de la saison, un peu comme la Ligue Mm. canadienne. Quand tu es dans le milieu de peloton, tu vas en gagner une coupe, tu vas en perdre une coupe, mais tu vas t'assurer dans la santé pour le dernier bout de la saison. C'est là que ça se joue quand il commence à faire froid. Puis je pense que les Alouettes ont une équipe, quand tout le monde est en santé, pour rivaliser du football d'automne. On a des bons porteurs. Travis Todd, qui est un porteur physique. Sean Merlington, qui est habitué de jouer dans le froid. Donc, ce serait plate de manquer les séries parce qu'on a ramené des joueurs trop rapidement. Mais moi, je suis convaincu que si on est en santé à la fin du travail, jusqu'à la fin de l'année, on a une bonne chance de se rendre loin. On a reçu 2 questions, messieurs, des auditeurs, et j'ai envie de commencer avec celle de Régis qui fait un peu le lien avec qu'est-ce que vous venez de parler. Régis Fortin, via courriel, notre fan numéro 1, comme se plaît à dire Didier, du Ouais. podcast, nous demande: Bonjour, comme Didier dit souvent, la vraie saison de la CFL commence après la fête du travail. Croyez-vous qu'il y a de l'espoir de voir les Alouettes remporter un match éliminatoire cette année? Il nous demande aussi que la tertiaire a de la difficulté lors des derniers matchs. Quelle serait la solution à ce niveau? Il y a vraiment 2 paliers à cette question-là. Je vais commencer avec toi, JP. Est-ce que les Alouettes peuvent remporter un match éliminatoire? Tu viens d'en parler. Je
Tu viens de dire justement qu'ils peuvent rivaliser s'ils sont en santé. Mais la tertiaire, c'est quoi la solution selon toi en ce moment là, pour vraiment qu'elles connaissent de meilleurs du succès? Là? Mais je pense qu'on a un blessé, mais ça fait le jeu de la chaise musicale parce que on a vu des joueurs jouer à des positions où ils ne sont pas nécessairement habitués de jouer. Fait que je pense que quand Marc-Antoine Dequoy va revenir, ça va ramener un petit peu plus de contrôle, de confiance. Puis je pense que Noel Tour va être capable d'appeler les jeux qui normalement il appelle plus souvent. Tu sais, la semaine dernière, puis le match avant à Vancouver, on avait Ciante Evans il était sur le sofa chez lui quand on l'a appelé, là. Je veux dire, je veux bien croire que c'est un joueur de 11 saisons puis d'expérience, mais il faut tout de même relativiser que Gabe Nento est revenu, là, c'est mieux. On a des Lorenzo Byrne, Najee Murray, ainsi de suite, mais ça va nous prendre notre capitaine Maradona de quoi comme chef défensive ou du moins de la tertiaire pour venir un peu contrôler le trafic. Je pense que ça va beaucoup aider, puis ça va calmer les gars, faire leurs assignations un petit peu mieux. Ouais, écoute, moi, je crois que les Alouettes peuvent faire des dommages en éliminatoire. La question de savoir est-ce qu'on va revoir l'équipe qu'on avait vue lors des 3 premiers matchs, tu sais, avec Davis Alexander au poste de quart, parce que depuis lors, on n'a jamais été en santé du côté de l'attaque, là. Tu sais, c'est le jeu de la chaise musicale à position de receveur de passe notamment, ben, position de carrière aussi, là. Ça, c'est incroyable, là, d'avoir déjà utilisé 4 carrières par temps en 11 matchs. C'est du jamais vu, là. J'en ai même parlé avec Jason Moss et Danny Machocha. Les deux, là, ça fait longtemps que les deux sont dans la Ligue canadienne. Puis ils disaient qu'ils n'avaient jamais vécu une pareille situation depuis. Mais ces Alouettes peuvent être en santé, puis terminer la saison régulière en force. Moi, il n'y a pas de doute dans mon esprit que cette équipe-là peut faire des dommages en éliminatoire, mais c'est la défense, que les ajustements vont être apportés. Comme on le disait, JP disait que l'unité défensive passe énormément de temps sur le terrain. Ça, c'est très vrai. Donc, encore une fois, ça en vient à ces fameux blessés du côté de l'attaque. Si l'attaque est en santé, en théorie, elle devrait être capable de garder le ballon plus longtemps. Puis ça devrait aider l'unité défensive et la tertiaire également, naturellement. On a reçu une question également de Julien Labelle sur Facebook qui nous demande pourquoi les quarts de la Ligue canadienne se blessent ou du moins semblent se blesser plus souvent que ceux de la NFL. Il va d'une hypothèse aussi, les joueurs de ligne ont plus d'espace. Est-ce que ça rend les plaqués plus violents? Jean-Philippe, est-ce que premièrement, est-ce que ça pourrait être une piste de solution? Une C'est hypothèse, une en fait, véridique. une bonne question. Je pense qu'il y a plusieurs hypothèses. Je pense que je vais pas lancer personne en dessous du bas. Est-ce que les équipes médicales sont plus qualifiées? Non, mais est-ce que les équipements médicaux sont plus à la pointe? Est-ce que les préparations physiques sont peut-être mieux pour les joueurs? Je sais pas, les joueurs en NFL, est-ce que les Ou gars sont simplement plus de la tough? malchance. Ouais, je pense aussi. C'est une bonne question, je pourrais pas te dire. Mais il amène un bon point, du moins, il y a peut-être un chercheur qui pourrait se pencher sur cette question. C'est une question qui vaut la peine d'être regardée et d'écouter. Je m'excuse tellement pour la balle courbe, JP. Je savais que c'était pas facile. Non, 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 mais c'est une bonne question, mais je pense que c'est hors de ma zone de confort ou de connaissance, du moins. Il y avait un compte de Ouais. 3 et 2, là, je t'ai envoyé une courbe en plein cœur, puis tu t'attendais à une rapide. Hey, je suis content que tu ne m'aies pas posé la question, mais effectivement, la question de Julien, elle est très bonne. Parce que les gars, écoute, je pense qu'on était rendu à la semaine 8 ou 9 là, de la Ligue canadienne. Puis déjà, 8 des 9 équipes avaient utilisé plus d'un carrière par temps. Je me souviens bien, James Morgan est devenu quoi, le 19e ou le 20e carrière à obtenir un départ cette saison dans la Ligue canadienne. En fait, il y a juste une équipe qui a joué tous ses matchs avec le même carrière. Ce sont les Tiger Cats de Hamilton, avec le bon vieux Bo Levi Mitchell. Alors, si on fait le tour de la Ligue, même Trevor Ivers, il a raté quoi, un ou deux matchs à la suite d'une commotion cérébrale, carrière des Rough Riders à Saskatchewan. C'est comme ça tous les ans du côté de la Ligue canadienne. Donc, moi aussi, je n'ai pas réponse à la question de Julien, mais si on compare à la NFL, puis la NFL, il y a plusieurs carrières qui sont blessées aussi. Je me souviens, il y a peut-être 2 ou 3 ans, ça avait été une saison record en termes de nombre de carrières qui avaient été utilisées par les équipes. Mais dans la Ligue canadienne, je ne sais pas si c'est à cause du calendrier compressé continuellement. Tu sais, on a parlé de la semaine de fou des Alouettes la semaine dernière. Mais non, effectivement, moi aussi, j'ai pas de réponse. Ce que c'est au niveau des ressources des équipes,
tu sais, comme JP faisait allusion, pour mieux encadrer le joueur, les joueurs, en termes de soins médicaux et tout. Je ne sais pas, je n'ai pas réponse à cette question-là, mais c'est incroyable que déjà, que toutes les équipes, mis à part les Tiger Cats, ont utilisé 2, 3, même jusqu'à 4 carrières comme les Alouettes. You, je voulais pas que tu me demandes, Didier. Et toi, Marc-André, c'est quoi ton opinion? J'en avais pas. Je voulais, je voulais pas. En terminant, JP, on pouvait pas te laisser partir sans te parler des Browns. Les Alouettes ont 5 victoires. C'est le nombre de carrières à peu près que chez les Browns en ce moment. On sait que c'est Joe Flacco qui sera le quart numéro 1 de l'équipe. T'en penses quoi? Tout ça? Que vois-tu là, dans ta boule de cristal pour les Browns cette saison? Vois ça comme une Écoute, session de thérapie, JP. Tu es un ouais, partisan des Browns. ben là, Tu dois en ils avoir sont beaucoup rendus à sur le 4. cœur. Hein? Ben là, ils sont rendus à 4 carrières. C'est vrai, Snoop Huntley a été libéré. Snoop Huntley a été Ouais, libéré. qui était le seul joueur avec un Pro Bowl dans les 5 Ouais. carrières. Euh, Joe Flacco est tout de même champion du Super Bowl. Par contre, le plus frustrant dans ça, c'est qu'on a Deshaun Watson avec un contrat d'250 millions de dollars qui, je ne sais pas trop ce qui se passe avec lui. Écoute, en espérant que Joe Flacco joue le même football inspirant qu'il a joué il y a 2 ans, et on l'avait appelé de son sofa lui aussi, avait amené les Browns en série éliminatoire. Je pense que le plus décevant dans ça, c'est qu'on peut voir la qualité de l'entraîneur-chef Kevin Stefanski qui, malgré qu'il n'y a pas de carrière, réussit à se tenir la tête hors de l'eau. J'ose pas imaginer ce qu'il pourrait faire ou s'il y avait un bon carrière, mais on en a repêché 2 cette année et j'ai l'impression que les 2 ne seront jamais des carrières de franchise. Je suis un peu déçu, mais on espère pour le mieux. On semble être T'as pas compétitif à espoir que d'autres positions. Shedor. T'as pas, excuse-moi de t'interrompre, mais t'as pas espoir que Shedor. Parce que moi, je crois que Shedor a un plus grand potentiel que Dylan Gabriel. Puis pour Shedor, on l'a envoyé à l'abattoir la semaine dernière. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Mais oui, il a été victime de 5 sacs. Puis OK, oui, il a pris des mauvaises décisions. Il a conservé le ballon trop longtemps, notamment. Mais des 5 joueurs de la ligne à l'attaque qui étaient sur le terrain, là, des Browns, quand Shedor a joué, il y en a 4 qui ont été libérés après la rencontre. Donc, comment vous voulez qu'ils connaissent le moindrement de succès? Mais je Je pense sais qu'ils pas, là, en l'ont tout cas, je vu sais pas ce que tu en penses, dans. JP. Je pense qu'ils l'ont vu dans d'autres situations. Il a bien performé, surtout dans le premier match hors concours de la saison, il l'avait bien fait. Je pense qu'ils l'ont vu dans ses réponses, dans les meetings. C'est des choses que nous, les fans, on ne voit pas. Mais je pense que pour avoir accompli ce qu'il a fait au niveau universitaire, ça prend tout de même une connaissance, une compréhension du système de l'offensive. Je pense qu'il a les atouts pour réussir, mais je pense que ça va lui prendre un petit peu plus de concentration sur l'environnement football. Mais moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'il va vendre des billets par contre. Si jamais il se retrouve comme partant, c'est un corps qui, c'est un corps qui va vendre des billets, c'est un showman. Je pense que ça ne peut pas nuire aux Browns en ce moment. Chose certaine, c'est qu'en échangeant le choix le deuxième choix au total cette année, on s'est fait du capital là, au niveau du repêchage 2026 pour les Browns. C'est peut-être ça qu'on vit cette année. Là. Cette année, c'est comme je disais, là, on a loué un auto pour 1 an en attendant notre char électrique. Puis on pense peut-être qu'au pire, si ça ne marche pas cette année, ça va être en 2026 là, qu'on va voir un peu, on va pouvoir bien repêcher, aller peut-être même voir chercher notre quart de concession. Là. Ouais, vu que c'est les Browns, ils vont trouver le moyen de repêcher un citron, là, pour rester dans le thème des voitures. Là. J'ai pas confiance. Mais bref, alors t'anticipes quoi là, rapidement avant de se quitter, JP, là, pour la saison 2025 de tes Browns? Qu'est-ce que t'anticipes? Le premier choix du repêchage, justement, afin de sélectionner Non, un autre non. carrière? Est-ce que c'est quoi? Je pense qu'on va voir plusieurs carrières comme partant cette année, mais je pense qu'on va être capable de se faufiler avec une fiche de 500 dans les séries. Ça, c'est mon opinion, mais Stefanski Ah va oui! faire la magie. Et, Joe Flacco va tenir le fort, mais je pense qu'on va voir d'autres carrières pendant la saison. Thanks, hein? Wow. Bon, ben OK. parfait, on va suivre ça. Merci les gars, Le dans jeu de vous la autres. chaise musicale va se poursuivre à Cleveland. Ben merci à toi, JP, puis passe une bonne journée. Ah, les Browns. Ben écoutez, on va faire une transition. Il y a pas une bonne façon de faire une transition une fois qu'on parle là, des Browns de Cleveland. Mais j'aimerais vous parler du tournoi de golf de la société Alzheimer's de Montréal. Cette année, ben, je m'implique pour une cause qui me touche personnellement.
Ma mère souffrait de cette terrible maladie. Alors, les troubles neurocognitifs comme l'Alzheimer, ben, ça fait des ravages, hein. Vous avez peut-être des membres de votre famille ou des membres de votre entourage qui sont atteints par des troubles cognitifs. Donc, en tant que coprésident d'honneur du tournoi de golf de la Société d'Alzheimer's de Montréal, ben, je vous donne donc rendez-vous le 23 septembre au club de golf Saint-Raphaël pour une journée inoubliable. Ça va être la journée du tournoi de golf de la Société Alzheimer's de Montréal. Alors que ce soit entre amis ou collègues, venez jouer sur un terrain magnifique, rencontrer des invités spéciaux et soutenir une cause qui touche de plus en plus de familles. C'est pour une cause importante. Alors, je vous invite soit à participer au tournoi de golf de la Société Alzheimer's de Montréal ou d'aller sur le site web. Je suis allé de quelques publications au cours du week-end sur sur la page Facebook du podcast, ainsi que sur ma page Instagram personnelle. Dans ma bio sur ma page Instagram, j'ai mis le lien de la Société Alzheimer's. Donc, si vous ne pouvez pas participer au tournoi de golf, ben, je vous invite à aller faire un don parce que c'est vraiment une bonne cause. La Société encadre les familles et les amis qui sont touchés par cette terrible maladie. Et croyez-moi, ça, c'est de l'argent qui est envoyé à un bon endroit à la Société Alzheimer's afin de venir en aide à des gens qui souffrent de troubles cognitifs, mais également l'entourage de ces gens-là. Alors, je vous invite à faire un petit don si vous êtes en mesure de le faire. Peu importe la somme, ben, ça va être bienvenu. Alors maintenant, on va se tourner du côté des actualités de la NFL. Marc-André, il y en a eu quelques-unes. Et bon, il y a plusieurs joueurs qui ont été libérés. Puis justement, on va devoir peut-être aller faire un tour sur les sites web afin de voir si depuis qu'on a commencé l'enregistrement, s'il n'y a pas des joueurs qui ont été libérés, s'il n'y a pas eu des choses surprises qui se sont passées, là. Non, effectivement, mais il y a eu plusieurs nouvelles, plusieurs transactions même dans la NFL au cours des derniers jours, notamment celle entre les Commanders et les 49ers de San Francisco. Les Commanders qui ont échangé Brian Robinson aux 49ers en retour d'un choix de sixième ronde au repêchage de 2026. On est allé chercher une police d'assurance là, pour Christian McCaffrey, on veut pas, parce qu'on a beaucoup de blessés à la position de porteur de ballon déjà au camp du côté des 49ers de San Francisco. Donc, j'ai vu, c'est une belle police d'assurance. Je pense pas que Christian McCaffrey a quand même le champ libre, si vous voulez mon avis, là, chez les 49ers San Francisco. Mais si jamais il arrive quelque chose, il ne faut pas oublier que Christian McCaffrey a raté des matchs la saison dernière et des vieillissants également. Donc, je pense que Brian Robinson, c'est une bonne police d'assurance. Toi, t'en penses quoi de cette transaction-là? Ouais, vraiment un style différent hein, que celui de Christian McCaffrey à Brian Robinson. Mais lui, également, il veut un nouveau contrat. Alors, clairement, du côté des Commanders, on n'était pas prêt à s'investir à long terme. Du côté de Brian Robinson, puis il y a ton gars aussi là, qui fait sensation là, au camp des Commanders depuis le début de la saison, demi à Bill! l'attaque recrue. Ouais, Bill là, qui fait sensation. Alors, ben ça a ouvert la porte aux Commanders afin de compléter cette transaction. Et puis, Brian Robinson, écoute, c'est un excellent joueur de football, mais tu sais, on en a parlé, hein, comme quoi qu'il n'est pas explosif. Il y a certaines limites à ce qu'il peut faire. Alors, je pense que du côté des Commanders, ben, c'est ça. On ne voulait pas lui donner une prolongation de contrat. Les 49ers ont besoin de la position de porteur de ballon afin d'ajouter de la profondeur derrière McCaffrey, comme tu viens de le dire. Et il ne faut pas oublier que le DG des Commanders, eh bien, c'était l'adjoint à John Lynch, qui est le DG des 49ers de San Francisco. C'est ton ancien adjoint. Alors, je pense que la conversation a dû être assez rapide au téléphone. Mhm. On en est venu à une entente pour la transaction. On parle du côté des Commanders, justement, là, la saveur là, des camps d'entraînement. Jay Curry, Krosky Merritt, qu'on surnomme Mm. Bill. C'est le genre de Bill, c'est surnom plus qui est Jay vraiment. Curry, c'est Bill. Oublie- Bill Krosky Il a Merritt. demandé, il C'est exige qu'on l'appelle Bill. Ouais. mais c'est le genre de surnom qui n'a pas rapport, là. Tu t'appelles Gilles Turcotte, puis on t'appelle Bambou. Tu sais, il y a vraiment. Allez pas chercher de lien à comprendre. Tu sais, t'aimes les pandas, je sais pas. Mais Mais dans le sens, c'est ça. il a dit que, je crois, c'est que lorsqu'il était jeune, il y avait un personnage d'une bande animée qu'il écoutait, puis le personnage lui ressemblait, puis là, tout le monde dans sa famille s'est mis à l'appeler Bill, puisque c'était le nom du personnage. Puis là, ben, c'est plus un enfant, là. Je sais pas pourquoi il veut se faire appeler encore Bill comme Mais je ça, pense que là, mais bon. c'est juste Bill Krosky même, je pense. Je pense qu'il a enlevé le Merritt, right?
Ah oui. Ben écoute, ça lui a marqué des touchés, puis on va apprendre à comment bien l'appeler, là. Là, ça commence à être mêlant. Écoute, il a même pas joué un match de saison régulière, là. Non. Mais je pense que ses bonnes performances ont d'ailleurs forcé là, Ouais. ben, en fait, ils ont aidé à ce que les Commanders, transigent avec les 49ers. Les Vikings ont mis sous contrat le corps Carson Wentz. Ils ont échangé Sam Howell à l'ancien corps des à l'ancienne équipe de Carson Wentz, les Eagles, Didier. Alors Carson Wentz avec les Mmh. Vikings en soutien avec JJ McCarthy. Ouais, ben ça me dit que du côté des Vikings du Minnesota, bon, premièrement, clairement, on n'a pas aimé ce qu'on a vu de la part de Sam Howell durant le camp d'entraînement, durant les rencontres préparatoires, et qu'on se sentait pas en confiance. Si jamais il arrive quelque chose à JJ McCarthy, on ne se sentait pas en confiance d'avoir Sam Howell en tant que carrière partant. Alors, Carson Wentz, ben, il continue de rouler sa bosse, hein. Il était réserviste à Patrick Mahomes la saison dernière, si je me souviens bien. Et Mhm, puis là, ben, il se retrouve au Minnesota. Il va être bien encadré avec Kevin O'Connell. Mais je pense que ça en vient à ça, là, qu'on ne se sentait pas à l'aise avec Sam Howell comme carrière numéro 2. Puis lui aussi, il continue sa tournée de la NFL. Là. Écoute, là, j'ai perdu le nombre d'équipes là, depuis 2 ans à laquelle il a appartenu. Comme je t'ai déjà dit, j'ai conservé mes actions de Sam Howell qui ne valent absolument plus rien. Mais on disait qu'il n'était pas un bon fit avec le système des Vikings. Mais je me dis, écoute, là, les Vikings, tu sais, il y a un beau groupe de receveurs. On a amélioré la ligne à l'attaque. Tu es coaché par Kevin O'Connell, qui est un gourou des carrières. Si Kevin O'Connell lance la serviette dans le cas de Sam Howell, ça augure pas bien pour le restant de sa carrière, j'ai l'impression. parle de fit, on peut voir un lien là. Carson Wentz, on s'en rappelle, il était avec les Rams lors de la saison 2023 avec Sean McVay et Kevin O'Connell part de l'arbre de Sean McVay. C'est un peu le Ah, même c'est vrai. système. Donc, on peut Hmm. voir là, que Carson Wentz, puis il avait connu quand même du succès. Il avait participé même à un match éliminatoire, si tu t'en souviens, en 2023 avec les Rams, avait obtenu 3 touchés même lors de ce match-là. Et le coach des corps arrière Ah des oui, Vikings, c'est je me Josh souvenais même pas McCown. de ça. Ouais. Il était Ouais. co-chambreur de Carson Wentz avec les Eagles en 2019. Il était le, Ah. le quart substitut. Donc, tout est dans tout, comme on dit. Et Carson Wentz, c'est un gars qui vient du Midwest. Les Vikings, c'est son équipe d'enfance. Donc, beaucoup de liens là, entre Carson Wentz et les Vikings quand on y pense. Mais oui, j'ai hâte de voir. Moi, je pense que c'est une meilleure police d'assurance là, pour JJ McCarthy si jamais il arrive quelque chose. Je veux pas. Il revient d'une grave blessure. On ne sait pas ce que ça va donner en match de saison régulière devrait être correct, mais quand même. Est-ce que Jackson Dart devrait être le corps partant des Giants? Didier, Brian Dable a été vraiment, avait vu ça venir là, d'avance parce qu'il a vraiment signalé d'entrée de jeu que Russell Wilson serait le corps numéro 1 lors de la semaine numéro 1. Mais est-ce qu'on va voir Jackson Dart plus rapidement que prévu sur le terrain, selon toi? Ouais, la question pour laquelle on pose cette question-là, c'est que Jackson Dart a vraiment bien paru à toutes les fois qu'il a joué lors des matchs préparatoires. Là. Il a été victime d'aucune interception. On voit à quel point il est athlétique, la force de son bras. Il y a beaucoup à aimer. Mais comme tu l'as dit, c'est une bonne stratégie de Brian Dable, parce qu'avant même, je pense que c'est avant même le début du camp d'entraînement Mhm. qu'il avait annoncé que Russell Wilson allait être leur carrière partant pour le début de la saison régulière. Donc, immédiatement, il a fermé la porte à une possibilité de controverse. Soit les partisans des Giants ne sont pas aveugles, Marc-André. Hein? Si Russell Wilson ne commence pas bien la saison régulière, dès la semaine 1, là, dès le premier match, si Russell Wilson ne joue pas bien, tout de suite à New York, on va demander pourquoi c'est pas Jackson Dart qui est envoyé dans la mêlée. Ça, je peux te le garantir. Alors, ça va être un dossier à suivre, ça, une fois que la saison régulière sera commencée. 32 en 47 pour des gains de 372 verges, 3 passes de toucher Jackson Dart Mm. lors des matchs préparatoires. Il a ajouté 47 verges au sol et un touché. Ça, c'est non négligeable. Jackson Dart, c'est un corps mobile quand même, donc ça peut apporter vraiment un autre aspect que les Giants n'avaient pas lors des. Ben, quoi que non. Daniel Jones, c'est un corps mobile aussi, mais ça peut apporter un aspect que les gars comme Russell Wilson n'a plus et que Jameis Winston n'a pas non plus. Et Brian Dable, quand on a Et Tommy demandé s'il y avait un DeVito n'a corps. pas non plus. Oublie pas Tommy Non, DeVito. effectivement. Et Il Brian est Dable, toujours là. Lorsqu'on lui a demandé si Jackson Dart, s'il avait nommé un quart numéro 2 dans l'échiquier, il a répondu en anglais "Well, see". Je vais traduire ça comme le bon François Legault dans le temps. Là. On verra, comme on dit. Donc, ça laisse la porte ouverte vraiment à ce que Jackson Dart soit le quart numéro 2 de l'équipe. Le Québécois Sidy Sow a été libéré par les Patriots de la Nouvelle-Angleterre.
Sidiso, c'est un choix de quatrième ronde en 2017. Il avait obtenu 13 départs sur les 15 matchs qu'il a joués en 2023. Mais l'année dernière, ça a été plus difficile au terme. Il était au sein d'une rotation, un départ seulement en 12 matchs en 2024. Ouais, ben, c'est malheureux pour lui. Bon, on va voir, si, il va pouvoir, se trouver, ben, une autre équipe, hein. S'il sera mis sous contrat parce qu'il va y avoir énormément de mouvements de personnel, au cours des prochains jours du côté de la NFL avec, les coupures, la fin des camps d'entraînement, puis il va peut-être avoir, des blessures. Alors on lui souhaite, d'être en mesure de poursuivre sa carrière, dans la NFL. Sceaux qui est un produit, du cégep, de Champlain-Lennoxville et son ancien coéquipier de Isaac Ademi Berglund des Alouettes de Montréal. Les deux avaient joué pour les Cougars de Lennoxville. Alors, on va lui souhaiter d'être en mesure de poursuivre sa carrière, lui qui est natif de Bromont. Ses droits appartiennent aux Rough Riders de la Saskatchewan dans la Ligue canadienne pour ceux que ça intéresse. Hmm. Les Colts ont nommé Daniel Jones, carrière partant cette saison, Didier, en fait, pour amorcer la saison. Et l'entraîneur-chef, Shane Steichen, a dit que c'était pas. Que Daniel Jones allait être le corps partant, puis il n'y a, pas de plan là, d'envoyer Anthony Richardson, du moins à court terme. Ouais, c'est pour la saison, là. Il l'a dit, là, Ouais, lorsqu'il a je fait sais. son annonce. Tu sais, il a dit, mais bon, on s'entend, là, si on commence avec trois défaites, Anthony Richardson va sûrement obtenir du temps de jeu. Je ne sais pas s'il essaie de faire comme Brian Dable, de fermer la porte à la controverse pour qu'on ne lui pose Écœurez-moi pas de plus. questions. Ouais, c'est ça, exactement. En d'autres termes, c'est ça que ça veut dire, je pense, quand il a dit que Daniel Jones va être le carrière partant pour toute la saison. Mais ça veut dire quoi, ça, Marc-André, pour Anthony Richardson? C'est là la question. Parce que Anthony Richardson, là, c'est sa troisième année dans la NFL. Il connaissait le système. Daniel Jones, ce nouveau venu là, à Indianapolis. Oui, Daniel Jones a plus d'expérience que lui, mais quand même, tu sais que du côté de l'organisation des Colts, on aurait souhaité que Richardson connaisse un camp d'entraînement éblouissant et qu'il soit le carrière partant. Là. OK, on l'a repêché en première ronde dans le top 5. C'est sûr qu'on voulait qu'il soit le partant. Tout était en sa faveur. Puis là, malgré tout, c'est Daniel Jones qui va commencer la saison à titre de carrière partant. Donc, je ne sais pas si on s'est dit du côté des Colts, ça serait plus facile de clouer au banc Daniel Jones que l'inverse en début de saison. Parce que si Richardson commence la saison en tant que carrière partant, puis qu'après deux, trois matchs, ça va vraiment pas, qu'on est obligé de le clouer au banc, là, c'est terminé, là, sa carrière à Indianapolis. Alors que là, si c'est l'inverse, que c'est Jones qui en arrache, bien là, ça va être une opportunité pour Richardson. Ça va lui donner quelques matchs pour continuer d'apprendre des lignes de côté. Mais j'ai hâte de voir ça, là, comment ça va se dérouler, ça, cette saison-là, du côté des Colts. Parce qu'oublie pas, hein, je pense qu'il y a un facteur euh, qui a joué un grand rôle dans cette décision. C'est autant le DG Chris Ballard que l'entraîneur-chef Shane Steichen commence sa saison sur un siège, sur des sièges éjectables. OK, le propriétaire Robert Hersey est décédé. C'est maintenant ses filles qui sont en contrôle de l'organisation des Colts. Et puis, sa fille aînée, lorsqu'elle s'est adressée aux médias, Marc-André, elle l'a dit. Là, elle a dit, écoutez, on a besoin de gagner. Parce que là, Chris Ballard, ça va être sa neuvième saison. Je pense que ça fait 5 ans qu'on n'a pas participé aux éliminatoires ou 4 ans du côté des Colts. Puis on est fatigué de ça à Indianapolis. Alors, je crois que ça a été un facteur. On s'est dit, écoute, on va y aller avec la police d'assurance, entre guillemets, avec Daniel Jones, plutôt que d'y aller avec Anthony Richardson. Mais moi, je n'ai pas confiance que Jones va être en mesure de demeurer le carrière partant pendant toute la saison. Bref, on va voir ce qui va arriver, mais il pourra avoir un ménage complet à Indianapolis à la fin de la saison. Je vois ça exactement comme toi. Je pense que c'est juste plus facile de passer de Daniel Jones à Anthony Richardson que l'inverse. Ça avait été l'inverse, je pense que ça aurait été un constat d'échec, là. Puis ça signifiait même peut-être la fin Mm. d'Anthony Richardson avec les Colts. Ceci dit, on cherche, depuis Andrew Luck, là, on a tenté la stratégie du vétéran corps, là, les Matt Ryan, les Philip Rivers de ce monde. Ça n'a pas fonctionné. On a tenté de repêcher un corps rapidement, Anthony Richardson. Jusqu'à preuve du contraire, ça n'a pas fonctionné. Je pense vraiment que. Écoute, on est talentueux du côté des Colts. Il nous manque seulement un corps arrière pour. En plus, on est dans une division assez, je dirais pas facile, mais assez prenable pour les Colts. Il manque juste vraiment Ouais. un jeu adéquat à la position de carrière. Puis je pense qu'on pourrait participer aux éliminatoires. Mais encore là, Daniel Jones, Anthony Richardson, j'ai bien hâte de voir.
Ouais, j'ai texté, Jean-Michel Elie, qui avait participé à notre survol, de la section sud américaine. C'est un grand partisan des Colts d'Indianapolis. Je l'ai texté, Marc-André, lorsque la nouvelle est sortie que Daniel Jones allait être le carrière partant. Il m'a répondu: «Laisse-moi tranquille». OK. Il m'a C'est ça. répondu: «Laisse-moi tranquille». Fait Il y a que, en tout il y a cas, ça augure mal pour lui et ses Colts, ça. il y avait une image là, un meme sur les réseaux sociaux là, comme la course au quart numéro un là, chez les Colts, au quart partant, puis c'était comme 2 bols de toilette qui balancent là. C'est un peu Ah! c'est un peu difficile là, mais c'est quand même ça, une course entre 2 quarts moyens. Mais oui, j'ai hâte de voir, moi personnellement, je suis surpris qu'Anthony Richardson n'ait pas remporté, cette bataille-là, sincèrement. Tant qu'entre lui ou Daniel Jones, j'aurais vraiment donné la chance à Anthony Richardson. Je l'avais trouvé pas si pire au camp d'entraînement. Mais bon, bref, comme je l'ai dit, je pense juste que c'est plus facile de passer de Jones à Richardson que l'inverse. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Puis Richardson, c'est tout un athlète, mais c'est pas un carrière de ce qu'il nous a démontré. Puis je parle pas juste depuis sa carrière, le début de sa carrière avec les Colts, mais même lorsqu'il était à l'Université Florida. Tu sais, oui, c'est un athlète exceptionnel, mais il n'y avait rien de constant de la façon dont il jouait à la position de carrière. Puis ça, c'est sans compter le fait qu'il a eu quoi, seulement 13 départs dans les rangs universitaires. Alors, montre-moi des bandes vidéo de Anthony Richardson qui est un bon carrière, que ce soit au niveau universitaire ou dans la NFL. Ça n'existe pas. Il n'y en a pas. Alors moi, je commence à croire sincèrement que c'est un flop puis que ça va mal finir À ce moment-là, pour lui et les pourquoi il Colts est sorti de top d'Indianapolis 5? Pourquoi il est sorti de top 5? C'est à à cause de cause ses de son qualités talent. athlétiques? Ben, c'est ça, c'est en plein ça. Tu sais, quand tu vois un joueur de sa stature, avec son physique, la force de son bras, tu sais, il est mobile, il est rapide. Il y a toujours un entraîneur qui se dit, sais-tu quoi? Je peux modeler, je serais capable de le modeler et de faire de lui un carrière. Mais c'est que tu as besoin de jouer pour te développer. C'est ça l'affaire. Parce que oui, Josh Allen, quand il est arrivé avec les Bills, il était loin Ouais, d'être un produit fini. Mais je pense ça qu'il crée un avait été précédent. partant pendant 3 saisons à l'Université du Wyoming, si je ne me trompe pas. Tu sais, donc, il avait de l'expérience, il a joué. Anthony Richardson, il en a pas d'expérience. C'est ça le problème. Puis c'est pas arrivé dans la NFL où que tu vas gagner en expérience et pouvoir là, euh, combler le retard que tu as. Pas à ce niveau-là. Le niveau est trop élevé, le niveau de jeu. Justement, je pense que Josh Allen, ça a créé un peu un précédent, là. Je veux dire, il avait un bras canon. On dit justement, est-ce qu'on peut le modeler pour qu'il devienne un quart? Et ça a fonctionné. Mais de plus en plus, je trouve que Josh Allen, c'est peut-être l'exception qui confirme la règle que la normalité, là. Il y a plusieurs quarts. On a essayé avec plusieurs quarts, là. Pour remonter, je me souviens de Jay Clocker, je ne sais pas si tu t'en souviens, avec les Titans du Tennessee, là. On Ah, pensait que ça mais allait lui aussi, devenir. c'en était un qui était limité comme carrière. Tu sais, lui, j'avais pas compris pourquoi on fondait tant d'espoir sur lui, parce que c'est une bonne comparaison que tu fais. Euh, Parce qu'il était un bon athlète, mais encore une fois, même Locker avait été partant pendant au moins 3 saisons, je me souviens bien, à l'Université de Washington, parce qu'il avait été partant en tant que true freshman dès sa première année. Hmm. Donc, encore là, il avait plus d'expérience qu'Anthony Richardson en Mhm. avait lorsqu'il a été repêché. Tu sais, puis juste pour le plaisir, écoute, je vais faire une petite recherche, juste voir Josh Allen, combien euh, de départs qu'il avait eu dans les rangs universitaires, tu sais. Mais je suis certain que c'était plus que Mais 13, comme Anthony Mais je pense que Richardson. justement, depuis que Josh Allen, ça a fonctionné, je pense que les équipes sont un peu à la recherche. Puis on voit, là, c'est un joueur qui est nommé pour, ou qui est candidat au titre de joueur par excellence. Josh Allen, vraiment, c'est une carrière exceptionnelle. Puis je pense que les équipes ont en tête ce genre de carrière qu'un gars comme Richardson peut devenir. Mais oui, c'est ça. Euh, mais justement, je pense encore que Josh Allen, là, c'est un extraterrestre là, sur la planète des carrières à ce niveau-là. Mais j'ai hâte de voir. Mais oui, Anthony Richardson. On a choisi finalement la facilité là, du côté des Colts cette année, je pense. Daniel Jones, on lui a donné quoi, C'est 14 la millions dans sécurité qu'on a l'entre-saison? choisi. Exact. On est allé Ouais, avec le choix safe, j'ai ouais, l'impression. exact. C'est 25 départs au football universitaire pour Josh Allen à l'Université du Quand même. Wyoming. Donc, quand même, là, tu sais, c'est carrément une saison de plus hein, qu'Anthony Richardson comme carrière partant. Quand Bref, même. on verra bien qu'est-ce que ça va donner.
Écoute, on va se tourner du côté du fantasy football. Marc-André, de ta chronique hebdomadaire où tu vas nous parler des joueurs qui sont en ascension là, à la suite des matchs préparatoires. Mais avant de parler de ça, on a reçu une question via Spotify de la part de Sébastien. Marc-André, Sébastien nous dit qu'il va repêcher au 9e rang d'un pool de type de repêchage à 14 équipes. Selon les différentes simulations, Nico Collins, Puka Nacua, Brian Thomas Jr. et Malik Neighbors seraient disponibles. Je penche pour Neighbors, Sébastien nous dit. Qui serait votre choix entre ces 4 receveurs et pourquoi? Merci Sébastien pour ta question. Alors Marc-André, c'est toi l'expert fantasy football. Nico Collins, Puka Nacua, Brian Thomas Jr. ou Malik Neighbors pour Sébastien. Si Matthew Stafford est au poste de quart pour les Rams, pour moi, c'est Puka Nacua sans hésiter. Sans hésiter. Sauf que là, je pense que je descends en ce moment. Puka Nacua, je le descends un peu dans mes classements fantasy parce que j'ai peur. J'ai peur de Jimmy Garoppolo, Didier. J'ai peur de l'attaque des Rams. Je Même chose pour comprends. Malik Neighbors, c'est un joueur talentueux, mais j'ai des questionnements à son sujet. Il a mal au dos là, au camp d'entraînement. Moi, j'ai mal au dos, je viens d'avoir 40 ans. Euh, mais Malik Neighbors en a 22. C'est quand même inquiétant. On a des blessures chroniques aux orteils également. Il ne s'est pas entraîné beaucoup au camp d'entraînement. Je pense, puis là, on s'entend, là, choix de première ronde, c'est des joueurs séparés par des cheveux. Là. C'est tous des joueurs talentueux. Donc, dans l'ordre, moi, je pense que je pencherais pour Nico Collins, malgré que le fait que vous allez me dire, Nico Collins a jamais vraiment, a toujours eu des petites blessures, n'a pas connu une saison complète encore dans la NFL. Mais je pense qu'au 9e rang, dans l'ordre, pour moi, ce serait Nico Collins, ce serait Malik Neighbors, Puka et Brian Thomas. OK, parfait. Alors, Sébastien, à toi de suivre les conseils de Marc-André, également de lui écrire si jamais ces conseils ne te portent Clairement. pas fruit. Tu sais où le Mais c'est trouver tous sur des les bons réseaux joueurs. sociaux. Il faut regarder la Ouais, non, situation, vraiment, ça. ben oui. Ouais, ouais, Vous non, mais je pouvez suis pas vous d'accord avec tromper. toi. Moi aussi, le cas de Matthew Stafford me fait peur, là. Ouais. Bon, ben parfait. Ben écoute, Marc-André, les camps d'entraînement sont terminés, les matchs préparatoires également. Puis là, il y a du hype, il y a du buzz, comme on dit, concernant certains joueurs. Mais également, la suite des transactions. On a parlé des quelques transactions qui ont eu lieu du côté de la NFL lors des derniers jours. À cause de ça, il y a des joueurs dont la valeur a augmenté. On va commencer avec Trevor Anderson des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Souviens-toi, lorsqu'on avait reçu Gilles et qu'on avait parlé de la position porteur de ballon en vue du fantasy football, je pense que c'était unanime. Les trois, on était en amour avec Trayvon Anderson. Là, il n'y a rien qui s'est produit durant les camps d'entraînement, durant les matchs préparatoires pour nous faire changer d'avis à propos du demi à l'attaque des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Mon Dieu, qui est électrique sur le terrain. Hein? On dirait que des fois, il sort d'un canon. Là. C'est ce genre de porteur de ballon-là, Travion Anderson. 5 courses, 38 verges, un touché. Même un retour de beauté de 100 verges là, lors des matchs préparatoires. Rien pour ralentir l'engouement à son égard. Vraiment électrique. Il s'entraîne avec la première unité en troisième essai pour le moment. Je trouve que c'est une statistique je trouve qu'au niveau fantasy, le fait qu'il soit sur le terrain en troisième essai, souvent, moi, je trouve que c'est pas une statistique qui parle tant que ça. Sauf que ça nous dit que Ramondre Stevenson n'est même vraiment pas l'homme de confiance en situation de passe. Je pense que lorsqu'on aura les situations de passe, que ce soit en première, deuxième, troisième essai, Trevion Anderson va être l'homme de la situation. La présence de Ramondre Stevenson va peut-être lui subtiliser des portées peut-être à la porte des buts, mais je pense qu'on va voir assez rapidement Trevion Anderson prendre l'ascendant sur Ramondre Stevenson. Par contre, il devient, il devient quand même assez populaire au niveau fantasy. Il est rendu à la position numéro 20 chez les porteurs de ballon. C'est un choix de quatrième, Mm. cinquième ronde. Puis là, on est le 25 août. On repêche là, potentiellement en fin de semaine beaucoup vos repêchages fantasy. Il pourrait sortir plus tôt. Moi, je l'ai vu sortir en troisième ronde dans un de mes repêchages. L'engouement est tel que peut-être que je n'aurai pas la chance de le repêcher. Mais oui, Trevion Anderson, je pense que ça va être un joueur élite. Et au niveau fantasy et dans la NFL, il est vraiment talentueux. Trayvon Anderson est une recrue. Austin Eckler, c'est un vétéran. Bon, ça fait longtemps qu'il était là. Tout d'abord avec les Chargers. Maintenant, il porte les couleurs des Commanders de Washington. Alors, Brian Robinson a été échangé. Est-ce que ça veut dire que Eckler devrait avoir plus d'opportunités?
Mais c'est ce que je pense. C'est bien beau le Bill Krosky Merritt là, au camp d'entraînement, mais je pense que il y a de la valeur à aller chercher avec Austin Eckler, qui était le porteur de ballon numéro 29 en termes de points par match l'année dernière. Et on le repêche en ce moment comme porteur de ballon numéro 45, Didier. 45, c'est quand même assez Mmh, important. On l'oublie. Et souvent, mmh. les sites comme Yahoo, ESPN, vous allez, quand vous repêchez via Internet, il y a des classements déjà préétablis. Peut-être que les sites n'auront pas encore la chance de mettre à jour dans vos repêchages les classements avec Austin Eckler, qu'on le retrouve en choix de 11e, 12e ronde en ce moment. Je trouve que sa valeur est incroyable à ce niveau-là. Euh, L'année dernière, il ne faut pas oublier qu'il y a une moyenne quand même de 4,8 verges au sol par course. Austin Eckler, c'est vraiment pas mauvais. Puis oui, Krosky Merritt, c'est le joujou, c'est le joueur dont tout le monde parle, mais je pense que de repêcher Austin Eckler spécialement. Moi, j'ai eu un repêchage en PPR en fin de semaine. J'ai eu Austin Eckler assez loin. Puis je suis assez satisfait de ça. Je pense qu'il va avoir une belle valeur au niveau fantasy, Austin Eckler. Il ne faut pas rappeler qu'il y a 3 ans, c'était le meilleur porteur de ballon au niveau fantasy. Je sais qu'il arrive à 30 ans, mais quand même, on a une feuille de route dans son cas là, pour espérer. Et on a quand même libéré un peu de place, d'opportunité dans le champ arrière avec le départ de Brian Robinson. Bon, il y a un joueur qui a aucune feuille de route. Je ne vais pas te cacher que je ne le connais pas beaucoup. Il s'agit de Pat Bryan. Alors, qui est Pat Bryan? Qu'est-ce que tu peux nous dire à son sujet? Sean Payton a dit de lui au camp qu'il lui rappelait un peu Michael Thomas. Je sais que Sean Payton est de ces entraîneurs qui sont vraiment enthousiastes au camp d'entraînement. Pete Carroll en est un autre. Là. Tous ces joueurs sont bons. Choix de troisième ronde au dernier repêchage, Pat Bryan. Il connaît un excellent camp d'entraînement et c'est un gars qui bloque vraiment bien. Avec le départ de Devon Bailey qui a été échangé au sein de la Nouvelle-Orléans, d'ailleurs, le retour a été incroyable pour Devon Bailey, j'ai trouvé, parenthèse. Mais on se dit, est-ce que ce sera Troy Franklin qui connaît lui aussi un bon camp à sa deuxième année ou la recrue Pat Bryant? Il faut dire que Bryant occupe le rôle de demi-inséré, le rôle que Bailey jouait dans l'attaque des Broncos. Il est, pardon, le receveur numéro 76, c'est écrit porteur, mais receveur numéro 76 au niveau fantasy en ce moment, il ne coûte rien. On parle ici de billets de loterie en fin de repêchage que vous pouvez, si ça ne fonctionne pas, si vous voyez qu'après la semaine numéro 1, la semaine numéro 2, il n'y a pas tant de ballons dirigés vers lui, vous pouvez le libérer. Mais encore là, il a participé, il était avec la première unité lors du troisième match préparatoire avec Bo Nix. Il a obtenu quand même, il a été ciblé 5 fois là, dans le quart et quelques de jeu qu'il a joué. Donc, je pense que Pat Bryan, ça peut être, comme je l'ai dit, on parle de billets de loterie qu'on peut libérer si ça ne fonctionne pas. Mais je pense que c'est lui là, qui va prendre la place laissée vacante par Devon Bailey. Ah ben écoute, si Sean Payton l'aime, c'est suffisant pour moi. Michael Je ne vais Thomas, pas un peu. contredire Sean Payton. On parle du Michael Thomas au début de sa carrière, pas de Michael Ouais. Thomas qui a subi une blessure à une cheville, puis on ne l'a plus revu par la suite. Là. Maintenant, il y a un receveur canadien qui s'illustre là, depuis le début des camps d'entraînement. Il s'agit de Elik Ayomanor. Et Luke Ayumaner de Medicine Hat, donc receveur canadien, comme tu le dis si bien, on voit vraiment s'installer rapidement une chimie entre lui et le corps Cam Ward depuis le début du camp d'entraînement. On se demande même si c'est pas le receveur numéro 2 des Titans, après Calvin Ridley. Les autres, là, on a le fantôme de Tyler Lockett, entre autres. On a Van Jefferson, qui est simplement Hmm. un gars qui s'est promené dans tellement d'équipes au cours des dernières années. C'est un choix de quatrième ronde, Elik Ayomaner, mais ses statistiques ses habiletés sont indéniables. On avait peur pour des raisons médicales, donc c'est peut-être pour ça qu'il a glissé au repêchage. Je veux juste vous rappeler qu'il jouait à l'université Stanford et lorsqu'il a affronté Travis Hunter comme demi de coin, il l'a, comme on dit, torché dans le milieu, Didier. 13 réceptions, 295 verges et 3 touchés contre Travis Hunter, qui était l'un des meilleurs demi de coin de la NCAA l'année dernière. Ça ne veut peut-être rien dire, mais Elik Ayomanor vraiment connaît un excellent camp d'entraînement. Il est visible sur le terrain, coûte absolument rien. Receveur numéro 92. Oui, encore là, on parle ici d'un billet de loterie là, au repêchage. C'est un gars à avoir à l'œil, Elik Ayomanor. Ouais, c'est un gros bonhomme, un gros receveur de passe et il est rapide en plus. Il y a une dimension explosive à son style de jeu. En tout cas, j'ai bien hâte de voir le genre de carrière Et le qu'il chemin, va connaître. Là.
Et le chemin Ah, à la position de receveur chez les Titans est quand même assez ouvert là, pour avoir des ballons rapidement. oui, 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 oui. Non, non, les noms que tu as nommés après Calvin Ridley, là, Calvin Ridley, en passant, qui a été sensationnel pendant tout le camp d'entraînement, là. Mhm. Mais oui, après Ridley, non. Ayomano va avoir une opportunité, comme tu l'as dit, effectivement, là, ça vaut la peine de garder un œil sur lui, même peut-être même de le repêcher, parce que les Titans devraient tirer de l'arrière. Donc, on devrait jouer du football de rattrapage et passer le ballon, là. Absolument. Tyler Warren, maintenant, choix de première ronde des Colts d'Indianapolis et les rapprochés ancien des Nittany Lions de Penn State. Alors, tu crois qu'il est en ascension, là, malgré le changement de carrière? Ben, le changement de carrière, en fait. Malgré le fait que Daniel Jones a été nommé carrière partant. J'ajoute encore à l'engouement de Tyler Warren. C'est pas la première fois qu'on en parle, toi puis moi. Mais je veux juste faire une petite mise à jour sur le fait qu'il a joué 34 des 35 jeux offensifs de la première unité des Colts lors des matchs préparatoires. En gros, il est tout le temps sur le terrain, Tyler Warren. C'est un peu ça qu'on recherche à la position d'allié rapproché pour une recrue. Je dis pas que c'est le Brock Bowers de 2025, mais je pense qu'il va avoir des opportunités. Puis il y a quand même des similitudes, hein? L'année passée, Brock Bowers, des carrières un peu ordinaires. Garner Minshew, Aidan O'Connell. Cette année, Un peu Daniel beaucoup, Jones. ouais. Daniel Jones, Anthony Richardson. Écoute, les ingrédients sont là pour qu'ils connaissent du succès. Puis je serais encore là, j'ai écrit, là, vous voyez, je serais même pas surpris qu'il soit le meneur pour les cibles chez les Colts à la fin de la saison, tellement il est bon, Tyler Warren. Ailier rapproché numéro 10, choix de 9e ronde. Je pense que c'est un joueur qui va éclore et qu'on va le voir sur le terrain. C'est un choix, là. Si vous regardez en 9e ronde, puis Tyler Warren est disponible, prenez une chance avec lui. Un ailier rapproché, souvent, on en a besoin qu'un dans une formation fantasy. Au pire, si ça ne fonctionne pas, vous pouvez le libérer après 3-4 semaines et aller vous en chercher un autre assurément dans ces eaux-là. Il a été ciblé en moyenne il a été ciblé 6 fois en un quart de jeu à peu près. Donc, il est ciblé sur le terrain, il est présent. Écoute, je pense qu'il pourrait connaître une grande saison, Tyler Warren, cette année. Je crois au talent de Tyler Warren, mais je peux pas en dire autant du talent de Daniel Jones. Ça me fait peur. Ça me fait peur. J'ai peur que Daniel Jones bousille la saison recrue de Tyler Warren. Bref, on verra bien qu'est-ce qui va arriver. Ben écoute, Marc-André, on a fait le tour. On espère que cet épisode du podcast Le Sac du Cœur vous a plu. On remercie encore une fois Jean-Philippe Bolduc d'être venu faire son passage au podcast afin de jaser des Alouettes et des Browns de Cleveland. La saison de la NFL commence jeudi soir, le 4 septembre. Ça s'en vient à grands pas. On va avoir pour vous oui, plutôt notre 8e survol de division, notre 2e épisode de la semaine qui sera mis en ligne jeudi. Il s'agit de notre dernier avant-goût de division. Ça va être la section nord de l'association nationale. Alors, à ne pas manquer via Spotify, YouTube ou peu importe où vous écoutez ou regardez le podcast. Alors, je vous souhaite de passer une très belle semaine.